Il y a des silences dans la campagne qui gardent plus que la paix. Parfois, la sagesse la plus ancienne cache les ombres les plus troublantes. Ce soir, nous ouvrirons un portail à ces récits que nos grands-parents n'osaient pas raconter à voix haute. Des histoires de ranchs solitaires et de villages endormis, où l'inexplicable fait partie du paysage. Si vous avez une expérience similaire, partagez-la dans les commentaires. Nous adorons les lire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas manquer ces rencontres avec l'inconnu. Préparez-vous, car la première histoire nous attend déjà dans la pénombre. Cette histoire nous a été envoyée par Elena, qui nous a partagé une expérience qu'elle a vécue adolescente dans la maison de ses grands-parents à la campagne. Si vous aimez ces récits qui explorent l'inexplicable dans le quotidien, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. Maintenant, sans plus de préambule, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Elena cet été-là. Je m'appelle Elena et l'histoire que je vais vous raconter s'est produite quand j'avais 17 ans, pendant un été que j'ai passé à la ferme de mes grands-parents. Mes parents avaient décidé que j'avais besoin d'un détox de la vie citadine. Et quel meilleur endroit que la campagne, n'est-ce pas? Moi, bien sûr, je n'étais pas très contente de l'idée. Je préférais mes amis, mon internet et le confort de la ville. Mais je n'avais pas le choix. La ferme de mes grands-parents, qu'ils appelaient affectueusement le refuge, était nichée dans une vallée reculée, entourée de kilomètres de champs de maïs, et au-delà d'une dense forêt qui semblait s'étendre à l'infini. Le chemin de terre pour y arriver était long et poussiéreux, et le signal de téléphone portable disparaissait bien avant que l'on puisse apercevoir la maison. C'était une vieille maison en adobe et en bois, avec un toit en tuiles rougeâtres que le temps avait recouvert de mousse. Elle avait un large couloir avec des rocking chairs grinçants et un jardin négligé mais rempli de lavande et de jasmin qui dégageait un parfum enivrant au crépuscule. Mes grands-parents, Antonio et Maria, étaient des gens de la campagne de pure souche. Mon grand-père Antonio, avec sa peau tannée par le soleil et ses mains robustes, passait ses journées à s'occuper du bétail et des cultures. Ma grand-mère Maria, aux cheveux blancs et aux yeux perçants, se déplaçait dans la maison avec une tranquillité presque éthérée, toujours avec l'odeur du pain fraîchement cuit ou du ragoût maison collé à ses vêtements. Ils étaient affectueux à leur manière, mais aussi très réservés, avec cette sagesse silencieuse que seul le passage des années dans la solitude de la campagne peut donner. Les premiers jours furent ennuyeux. Je me suis consacré à lire, à dessiner et à essayer de me reconnecter avec la nature, comme mes parents l'espéraient. La maison était un labyrinthe de pièces sombres et de longs couloirs, remplis de meubles lourds et de photographies anciennes de visages sérieux qui semblaient me juger depuis les murs. La nuit, le silence était presque assourdissant, seulement rompu par le chant des grillons, le ululement d'un hibou ou l'aboiement lointain des chiens. Au début, c'était relaxant, puis cela devint inquiétant. J'ai commencé à remarquer certaines particularités. Mes grands-parents avaient des règles étranges. La plus notable était la porte principale. Chaque nuit, sans faute, mon grand-père Antonio s'assurait de la fermer à clé, mais pas de l'intérieur. Je sortais sur le porche, je fermais la porte avec un coup sec et ensuite je mettais la clé de l'extérieur, la gardant dans un porte-clés qui pendait à ma ceinture. Ensuite, j'entrais par la porte latérale qui menait à la cuisine. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, ma grand-mère m'a regardé avec ses yeux sombres et a dit « C'est comme ça qu'on a toujours fait, Elena. C'est pour que personne n'entre, ni ne sorte, sans le savoir. » Son ton était calme, mais il y avait quelque chose dans ses mots qui m'a glacé le sang. Ni ne sorte sans le savoir? Une autre règle était de ne jamais aller à la vieille grange qui était un peu à l'écart de la maison, près de la forêt. On l'appelait le vieux silo, et on m'a dit que c'était dangereux, que les planches étaient pourries et qu'on pouvait tomber. Mais la vérité, c'est qu'elle semblait assez robuste, bien que très négligée, avec des fenêtres barricadées et le bois assombri par les intempéries. J'ai aussi remarqué que mes grands-parents semblaient éviter la forêt. Ils n'y allaient jamais seuls et s'ils le faisaient, c'était le matin et ils ne s'enfonçaient jamais plus loin que quelques mètres. Mes grands-parents, qui avaient vécu toute leur vie à cet endroit, avaient un respect presque superstitieux pour la forêt. Les choses sont devenues étranges la deuxième semaine. Une nuit, juste au moment où j'allais m'endormir, j'ai entendu ce qui me semblait être des chuchotements. Ils venaient des murs ou peut-être de sous le sol. Au début, je pensais que c'était le vent ou la maison qui craquait. Mais non, c'étaient des voix basses, traînante, comme si quelqu'un parlait dans une langue ancienne, ou peut-être dans un chuchotement si faible qu'il formait à peine des mots. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant la chamade. Les voix semblaient se déplacer, d'abord d'un côté de la pièce, puis de l'autre, comme si une présence invisible explorait la chambre. Je me suis couvert avec les draps, suppliant qu'elle s'arrête.
et finalement, elles le firent. Le lendemain matin, je voulais leur poser des questions à mes grands-parents, mais quelque chose sur le visage de ma grand-mère m'en empêcha. Elle avait des cernes prononcées et ses yeux semblaient plus fatigués que d'habitude. Mon grand-père, pour sa part, se déplaçait avec une tension à peine perceptible dans les épaules. J'ai décidé de me taire, pensant que c'était peut-être juste mon imagination, perturbée par le changement d'environnement. Mais les choses continuèrent. Un après-midi, alors que j'étais sur le porche en train de lire, je vis ma grand-mère assise dans l'un des rocking chairs, le regard fixé sur le bord de la forêt. Sa posture était rigide, presque pétrifiée. Je me suis approché et lui ai demandé si tout allait bien. Elle ne bougea pas, murmura seulement « C'est prêt, Elena, c'est toujours prêt quand l'air se sent aussi lourd ». Je ne compris pas de quoi elle parlait, mais un frisson me parcourut le dos. L'air était, en effet, étrangement calme et oppressant. Cette nuit-là, l'arôme dans la maison changea. Une odeur douce et nauséabonde, comme des fleurs pourries mélangées à quelque chose de métallique, imprégnait l'air. C'était subtil au début, mais ensuite cela devint plus intense, surtout dans les couloirs sombres. Cela me rappela l'odeur de la terre humide après une forte pluie, mais avec une touche sinistre. Je ne pus pas dormir, les voix revinrent, cette fois plus claires, et j'entendis des pas traînants au rez-de-chaussée. Je descendis les escaliers, le souffle court, croyant que peut-être mes grands-parents étaient levés. La salle était dans la pénombre, seulement éclairée par la lumière de la lune qui se faufilait par les fenêtres. Il n'y avait personne, mais dans le rocking chair de ma grand-mère, qui était auparavant vide, il y avait maintenant quelque chose. C'était une poupée en bois, sculptée de manière rudimentaire, mais avec un détail qui me glaça le sang. Elle avait de petites dents acérées et manquait d'yeux, seulement 2 orbites vides. Elle semblait ancienne, le bois usé et assombri. Quand je l'ai prise, j'ai ressenti un froid intense, comme si la poupée avait été exposée à de basses températures. À cet instant, ma grand-mère est apparue depuis le couloir sombre. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant avec la poupée à la main. Elle me l'a arrachée avec une rapidité que je ne lui connaissais pas et l'a cachée derrière son dos. « Elena, que fais-tu debout ?» a-t-elle dit, sa voix un peu plus aiguë que d'habitude. « C'est une vieille poupée, des jouets d'autrefois. Tu ne devrais pas la toucher. » Elle était dans le rocking chair, grand-mère. Qu'est-ce que c'est ? Elle a secoué la tête, ses yeux évitant les miens. Rien, ma fille. Retourne au lit. Demain, nous devons nous lever tôt. La façon dont elle a géré la situation, la peur palpable dans ses yeux, m'a beaucoup perturbé. Pourquoi une vieille poupée la faisait-elle si peur ? Et pourquoi était-elle dans le rocking chair si ma grand-mère ne la laissait jamais à la vue ? Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter un peu. Mes grands-parents ne me disaient rien, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Pendant qu'ils étaient dans les champs, je suis allé à la bibliothèque de la maison. C'était une petite pièce, pleine de livres anciens et poussiéreux. J'ai cherché parmi les étagères, sans savoir ce que je trouverais. Il y avait des livres d'histoire locale, de botanique, de vieux almanachs. Et puis, sur une étagère cachée derrière une pile de vieux journaux, j'ai trouvé un journal. Ce n'était pas un journal personnel, mais une sorte de chronique familiale, écrite à la main avec une calligraphie élaborée et ancienne. J'ai commencé à lire. Les premières pages parlèrent des récoltes, des naissances et des décès dans la famille, de la construction de la propriété. Mais au fur et à mesure que j'avançais, le ton changeait. Les annotations devenaient plus cryptiques et obscures. Il y avait des mentions de « l'habitant de la forêt », « celui qui demande de la compagnie » et « la voix qui trompe ». On parlait d'une présence ancienne, liée à la terre, qui habitait la forêt et s'approchait occasionnellement de la maison. Le journal décrivait comment cette entité se sentait attirée par la mélancolie et la solitude et comment son principal moyen était l'imitation. Elle pouvait copier des voix, des chuchotements, même des pleurs pour attirer ses victimes hors de la sécurité de leur foyer. Ce que j'ai lu ensuite m'a fait lâcher le journal d'un coup. Il y avait une section dédiée aux offrandes. La famille avait appris à coexister avec l'entité, à établir une sorte de trêve. Des rituels étaient mentionnés, de petites tribus pour la maintenir apaisée. Et puis, une phrase qui m'a glacé le sang. Quand l'habitant prend une vie, une partie de celle-ci reste avec nous. Un souvenir, une silhouette, des sculptures en bois pour contenir ce qui ne peut pas partir complètement. J'ai immédiatement pensé à la poupée sans yeux. Ces sculptures étaient-elles les souvenirs de ceux qui avaient été pris par l'habitant ? Cette même nuit, la peur m'a envahi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. La maison, le silence, l'odeur de pourriture, tout semblait chargé. Les voix sont revenues, cette fois avec une clarté terrifiante. Elles ressemblaient à de nombreuses personnes chuchotant à l'unisson, traînant leurs mots, impossibles à comprendre. Mais ce qui était le plus glaçant, c'était quand j'ai entendu mon grand-père m'appeler par mon nom. « Elena, Elena !»
Es-tu réveillée, ma petite ?» Sa voix était inconfondable, avec ce ton rauque et fatigué. Le son venait de l'extérieur de ma fenêtre qui donnait sur le jardin. Mon cœur s'est emballé. Je me suis redressée dans mon lit, hésitante. S'il était dehors, comment était-il sorti si la porte principale était verrouillée de l'extérieur? Je me suis approchée prudemment de la fenêtre et j'ai regardé à travers la fente du rideau. La lune était haute, baignant le jardin d'une lumière argentée. Je n'ai rien vu. Le jardin était vide. Puis, j'ai entendu la voix à nouveau, mais cette fois, elle venait du salon en bas. La voix inconfondable de mon grand-père Antonio, ronflant doucement dans son rocking chair. Un ronflement que je reconnaissais des nuits précédentes. Je suis resté pétrifié. Si mon grand-père dormait dans son rocking chair, qui m'appelait de l'extérieur? Le sang s'est glacé dans mes veines. La voix qui trompe, l'habitant de la forêt. Il essayait de me sortir de la maison. Je suis retournée au lit, tremblante, et je me suis couverte la tête avec les draps, les larmes coulant sur mes joues. Je n'ai pas pu dormir. Les voix et les chuchotements ont continué jusqu'à l'aube, mais ils ne m'auraient plus trompé. Le lendemain, je n'en pouvais plus. Ma grand-mère m'a demandé pourquoi j'étais si pâle. « J'ai fait un cauchemar, grand-mère », lui ai-je dit, ressentant une douleur de culpabilité de ne pas pouvoir être honnête. Mais c'était pour sa propre protection, ou c'est ce que je me suis convaincu, décidé à percer le mystère des poupées, et avec le journal frais dans mon esprit, je me suis armé de courage et je suis allé à la vieille grange. Mes grands-parents étaient dans les champs et ne reviendraient pas avant le crépuscule. La porte était sans verrou, ce qui m'a surprise car mes grands-parents étaient méticuleux avec tout. J'ai ouvert prudemment. Une odeur de bois ancien et d'humidité m'a envahi. L'intérieur était sombre, les quelques fentes de lumière à peine éclairaient les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Il y avait de vieilles outils agricoles, des sacs vides et des caisses empilées. Dans un coin, à moitié caché sous une toile, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'était une sorte d'hôtel rustique, fait avec des planches de bois. Dessus, il y avait une collection de poupées en bois, identiques à celles que j'avais trouvées dans le rocking chair. Il y en avait peut-être une douzaine, toutes sans yeux, toutes avec ces minuscules dents aiguisées. Sur le mur en adobe derrière l'autel, il y avait des dessins grossiers faits au charbon, silhouettes de personnes se tenant par la main et une figure plus grande, amorphe, avec de longs bras qui semblaient les envelopper. J'ai pris une des poupées. À l'arrière, sculptée avec maladresse, j'ai lu un nom, Isabelle. Ce n'était pas un nom familier pour moi. J'ai pris une autre, Lorenzo, puis une autre, Sofia, et ainsi de suite. Tous des noms que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient anciens, familiers d'une certaine manière. C'était sans aucun doute les souvenirs du journal, les âmes, ou du moins leur essence, de ceux que le Morador avait pris. Soudain, j'ai entendu un craquement, j'ai cru que c'était le vent, mais ensuite j'ai entendu un traînement de pieds. Quelqu'un entrait dans la grange. Ma grand-mère, ses yeux, qui m'avaient toujours semblé calmes, étaient remplis d'une profonde tristesse et d'une résignation ancestrale. Elle me regarda, puis regarda les poupées. « Tu l'as découvert, Helena ?» dit-elle, sa voix à peine un murmure. Grand-mère, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont ces poupées? Et le résident, est-il réel? Elle soupira, un son lourd, comme celui de l'air s'échappant d'un vieux ballon. Oui, ma fille, il est réel. Il a toujours été ici, bien avant nous. Il se nourrit de la tristesse, de la solitude et de la compagnie. Elle marqua une pause, ses yeux fixés sur les poupées. Ma propre grand-mère m'a raconté l'histoire. La première fois qu'il est venu à la maison, c'était il y a très, très longtemps. Il a pris un enfant, un cousin éloigné. Après cela, mon arrière-grand-mère a appris. Elle a appris que si l'on lui donnait de la compagnie, ou du moins l'illusion de compagnie, parfois il se calmait. Ces poupées sont ses souvenirs, ceux qui ne veulent pas partir, ou ceux que nous n'avons pas pu sauver. Je me sentais étourdi. Mais pourquoi personne ne parle de cela? Pourquoi ne s'en vont-ils pas d'ici? Tu ne peux pas partir, Helena. Il est lié à la terre, à cette terre, et nous à lui. Si tu le laisses complètement seul, il se met en colère, il devient plus vorace. Tes grands-parents et moi, nous avons appris à vivre avec cette trêve. C'est pourquoi nous fermons la porte de l'extérieur. C'est pourquoi nous ne te laissons jamais aller dans les bois seul. Il imite les voix de ceux que tu aimes pour t'attirer. Une fois que tu es dehors, dans l'obscurité, il te prend. Et ensuite, tu fais compagnie. Pour toujours. La révélation me frappa comme un éclair. Mes grands-parents ne me protégeaient pas d'un danger extérieur, mais d'un danger qui était sur la terre elle-même, dans la maison même, et ils en étaient les gardiens, leurs prisonniers.
la règle de la porte, les restrictions de la forêt, les poupées. Tout s'inscrivait dans un schéma terrifiant. Ils avaient passé leur vie dans une horrible danse avec l'inexplicable. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans le lit. J'ai dormi avec un œil ouvert sur le canapé du salon, à côté de mes grands-parents, qui n'ont pas dit un mot. La peur était une présence constante, un froid dans mes os. J'ai entendu les voix à nouveau, cette fois avec mon propre nom, mais aussi celui de ma mère, m'appelant depuis la fenêtre. La voix qui trompe, apprenait, évoluait. Je savais que je ne pouvais pas rester un jour de plus. Je ne voulais pas être une poupée sans yeux, un souvenir dans la vieille grange. Le matin suivant, j'ai emballé mes affaires en silence. Mes grands-parents m'ont vu, mais n'ont pas essayé de m'arrêter. Il y avait une compréhension tacite dans leurs yeux, une tristesse infinie. Ma grand-mère m'a donné un câlin qui ressemblait à un adieu. « Prends soin de toi, ma fille », a-t-elle chuchoté, et je sais qu'elle ne parlait pas seulement du chemin. Je suis monté dans le bus qui me ramènerait à la civilisation. Je n'ai pas regardé en arrière, mais le souvenir de cette maison, des poupées sans yeux et des voix qui imitaient mes proches me hante jusqu'à aujourd'hui. Parfois, dans les nuits les plus silencieuses, je jurerais que je peux encore entendre un murmure appelant mon nom, et une odeur douce et en même temps putride m'envahit le nez, me rappelant le résident de la forêt et le sacrifice silencieux de mes grands-parents. Et ainsi se termine l'histoire qu'Elena nous a envoyée. Bien que des années aient passé, elle avoue que l'expérience dans la ferme de ses grands-parents l'a changée pour toujours, et elle n'a jamais remis les pieds à la campagne avec la même innocence. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire dans un environnement rural, laissez-le dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire vos expériences et savoir ce que vous pensez de ces mystères ancestraux.